Merci beaucoup. Ben, bienvenue tout le monde et puis merci d'être là. J'espère que tout le monde va bien. Je m'excuse un petit peu à l'avance. Je travaille de la maison aujourd'hui et puis j'attends quelqu'un sur l'heure du dîner qui peut rentrer par lui-même. Sauf que mon chien va peut-être va peut-être me rappeler qu'un étranger rentre dans la maison. Donc, si vous entendez japper, ne vous inquiétez pas, c'est mon chien qui fait sa job. Je suis désolée d'avance. OK, donc je vais partager mon écran. Donc là, si je choisis ceci, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, merci. Donc, je vais le mettre en mode présentation. Voilà. Donc, Euh, en fait, aujourd'hui, et puis pareil comme le 25 septembre dernier, j'avais envie de vous parler d'un propos autour de la réflexion pédagogique nécessaire à l'intégration de l'IA dans l'enseignement en général et puis dans l'enseignement supérieur en particulier, puisque c'est mon contexte et le contexte de la plupart des collègues, je crois, qui sont parmi nous, mais pas nécessairement exclusivement. Et donc, voilà, j'ai intitulé la présentation L'illusion du progrès, puisque de mon point de vue de conseillère pédagogique, qui est quand même mon, la formation que j'ai exercée pendant longtemps, donc sans transformation pédagogique, à quoi sert vraiment l'IA? Euh, voilà. Donc, pour cette présentation, je voulais aussi vous dire tout simplement que j'utilise des logos qui ont été développés par Martin Peters de l'Université d'Ottawa pour communiquer l'utilisation transparente de l'intelligence artificielle. Donc, lorsque particulièrement quelque chose a été soit généré par l'intelligence artificielle ou aidé par un outil d'intelligence artificielle, vous verrez ces logos apparaître. Je ne l'ai pas mis là, quand j'ai pas recours à l'intelligence artificielle parce que ça serait peut-être un peu redondant. Euh, donc voilà. J'aimerais commencer par une référence en fait au cadre de compétences d'utilisation de l'IA pour enseignants qui a été développé par l'UNESCO en 2024 et qui nous amène en fait, à comprendre qu'on a quand même plusieurs responsabilités en tant qu'enseignant en ce qui concerne l'IA. D'abord, d'acquérir les compétences essentielles pour être capable de les utiliser nous-mêmes, mais aussi pour être capable d'évaluer leur efficacité. Et bien entendu, de l'utiliser de manière éthique également. On a aussi la responsabilité d'approfondir notre connaissance et notre utilisation de l'IA pour en faire un outil dans nos pratiques pédagogiques, tant pour la conception pédagogique, donc dans la préparation de nos activités d'apprentissage, mais aussi pour articuler de façon claire et explicite euh, comment on l'utilise et avoir ces conversations-là avec nos étudiants ou nos élèves. Et puis créer aussi une compréhension critique de l'impact de l'IA et tout ce qui touche aux notions d'éthique et aussi aux politiques d'utilisation, par exemple, au niveau institutionnel. Donc, ça fait déjà quand même beaucoup de choses pour lesquelles nous, enseignants, enseignantes, devons nous familiariser, avec lesquelles nous devons nous familiariser. Et puis, si ça vous intéresse, en bas, là, quand vous voyez une petite ampoule électrique, une petite lumière, là, je vous invite à aller vers des outils qui existent, dont celui du Cavelfo, qui permet aux enseignants, enseignantes, mais aussi aux personnes étudiantes d'évaluer leurs compétences actuelles avec les différents outils de l'IA. Alors, j'aimerais commencer par vous demander, en fait, qu'est-ce que vous utilisez déjà comme outil? Vous avez ici le code QR pour aller vers le sondage WooClap. Là, j'hésite un peu parce qu'aujourd'hui, j'ai un seul écran, alors il faut que je pivote. Je vais arrêter le partage si ça ne vous dérange pas pour m'assurer que j'ai bien ouvert oups, le sondage.
Et puis, vous me direz si c'est le cas. Est-ce que vous arrivez à voir le sondage quand vous suivez le code QR ou pas? Oui, j'ai pas eu le temps, moi, de scanner le Pas code le temps, QR. hein? D'accord. Donc, je peux pivoter de nouveau vers ma présentation. OK, partager. Donc, je retourne, voilà. Vous l'avez maintenant? Donc, je vais Oui. laisser mon écran comme ça. De cette façon, je peux... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. De cette façon, je peux pivoter d'une fenêtre à l'autre. Oups, voilà. Désolée. Oui, le vote est fermé, par contre, Geneviève. Le vote est fermé. OK, mon chien, je vous avais dit, hein? Oup, 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 un instant. Alors, je pense qu'il faut que tu réinitialises l'événement. Si tu vas vers quitter et que tu réinitialises, ça va fonctionner. Juste ici, et regarde tout en haut à droite. Réinitialiser. Ah non, juste en bas. Ouais, exactement. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ça marche? Oui, Est-ce que vous arrivez à oui, voter? OK. absolument. Pendant que vous votez, je vais aller voir à l'entrée, puis je reviens tout de suite. OK, je pense que peut-être que tout le monde, enfin, plusieurs personnes ont déjà voté. Donc, c'est pas surprenant. On voit que ChatGPT, Copilot et les outils là, du genre sont assez connus. D'autres outils comme Perplexity, Elicit, Claude, Quillbot, Grammarly sont aussi des outils que vous utilisez. Est-ce que vous voyez les résultats? Oui, Oui, d'accord, merci. Euh, et donc, euh, Et donc, si je retourne vers ma présentation, je vous ai fait une liste qui n'est pas du tout exhaustive, mais qui reprend certains des outils là, pour lesquels vous avez indiqué si vous les connaissiez ou non. Donc, évidemment, on parle beaucoup de ChatGPT, de Copilot, etc. Pour la création de contenu et les agents conversationnels, mais il y a une tonne d'autres outils qui existent pour l'aide à la rédaction, par exemple, pour les partenaires, des outils qui agissent comme partenaires de recherche, comme assistants pédagogiques aussi, donc des outils qui nous aident à créer des activités d'apprentissage. Et je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, donc je n'irai pas vers le lien, mais la professeure Alice Foment de l'UOF a développé une ressource qui s'appelle Adopt IA Lab et qui contient à peu près tous ces outils et d'autres, pas mal, une bonne quantité d'outils en fait, vers lesquels vous avez accès à des fiches pédagogiques et puis à des descriptions sommaires euh, des fonctions spécifiques à chacun des outils. Donc, qui est quand même assez pratique si vous voulez vous familiariser avec une panoplie d'outils avec lesquels vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience et qui revient donc à la première compétences qu'on devrait développer comme enseignant qu'enseignante, comme enseignant et enseignante, c'est-à-dire de connaître les outils et leurs fonctions. Donc voilà. Vous voyez toujours mon écran de présentation? oui, D'accord, merci. Euh, je- OK. Donc voilà. Parmi ces outils et parmi ceux qu'on utilise depuis déjà un certain temps, donc tout ce qui est outils numériques qui peuvent nous aider à structurer les activités d'apprentissage
On a par exemple dans des outils comme Moodle des questionnaires à choix multiples automatisés qui existent depuis pas mal longtemps déjà. On a des plateformes d'apprentissage adaptif, on a des sondages interactifs, dont celui que je viens d'utiliser. Et on observe quand même de bons avantages pour ces outils. Par exemple, on peut gagner du temps, on peut proposer aux élèves ou aux étudiants une rétroaction rapide. On peut adapter les parcours et le rythme d'apprentissage. Euh, donc, il y a une panoplie d'avantages, mais il y a aussi des limites pédagogiques à ces outils numériques euh, qui, en fait, reproduisent les mêmes limites pédagogiques si vous voulez, des méthodes d'enseignement conventionnelles qu'on utilise. Donc, pour les questionnaires à choix multiples, ça peut mettre de l'avant davantage l'apprentissage de surface. Parfois, la collaboration ou la co-construction du sens sur certaines des plateformes d'apprentissage sont possibles, mais peuvent apparaître comme étant un petit peu artificielles. Euh, donc, ce que j'entends par là, c'est que même si nos outils sont de plus en plus puissants, si notre pédagogie reste figée, on se retrouve devant les mêmes limites, même si les outils nous offrent une panoplie de possibilités. Euh, Oups, je ne peux pas changer. Alors, dans le fond, le constat que je fais par rapport à l'intelligence artificielle générative, puis je ne suis pas la seule, hein, c'est pas comme si j'avais, j'étais la première ni la dernière à le faire, c'est que derrière, il y a une simplicité presque désarmante en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui cache en fait un processus assez complexe dans le cas, par exemple, des agents conversationnels en ce qui concerne la génération de textes qui sont à la fois utiles, qui sont véridiques, qui sont critiques et qui sont représentatifs de diverses perspectives. Et il faut apprendre, entre autres, à savoir comment questionner l'IGA pour que la réflexion soit poussée, pour que les différentes perspectives soient présentes. Sinon, on reproduit, par exemple, les discours qui sont plutôt dominants dans l'IGA. Alors, ici, je n'ai pas changé ma diapositive, mais je pense que plutôt qu'en petit groupe, puisqu'on est quand même, on a une quinzaine de participants, on peut leur donner la parole, hein, Cécile, si je ne me trompe pas. C'est possible de donner la parole aux participants Je ne pense pas. Je pense que ça va être dans le chat. dans le chat. OK, il n'y a pas de souci. Euh, alors, si vous pourriez peut-être dans le chat écrire de manière très sommaire, en une phrase, par exemple, quelles sont vos stratégies? Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir les personnes apprenantes à utiliser l'IAG de manière critique et responsable? Peut-être que vous avez essayé différentes activités ou que avez eu des conversations explicites avec eux. Donc, ce serait intéressant de voir si vous avez des stratégies à partager. Euh, donc, n'en voyant pas, je me demande... ah, voilà, merci Sophie. Donc, Sophie nous dit, poster en classe. euh, Attends, à venir très bientôt sur les usages appropriés et inappropriés de l'IA. Bon, l'idée étant euh, d'avoir une conversation explicite sur quels sont les usages possibles et appropriés de l'IA dans le contexte d'apprentissage dans lequel les étudiants ou les élèves se retrouvent. Par exemple, dans le programme, dans plusieurs de nos programmes à l'UOF, les professeurs ont développé un formulaire dans lequel ils demandent aux étudiants de déclarer leur utilisation de l'IA et comment ils l'ont utilisé pour les aider à compléter un travail évalué. Caroline nous dit, il faut encadrer les étudiants dans la manière dont ils doivent l'utiliser pour favoriser leur esprit critique. Comment leur montrer à faire des prompts efficaces pour démontrer que les réponses de l'IA varient selon la demande. Merci, Caroline. Par exemple, je ne sais pas si je vais juste vérifier si ça vient comme exemple. Non. Euh,
Par exemple, j'ai fait un exercice il n'y a pas longtemps. J'ai demandé à l'IAG de m'écrire l'histoire sommaire de la francophonie albertaine parce que j'étais en visite à Edmonton, ou plutôt de l'histoire de l'Alberta. Et on m'a sorti un truc historique et j'ai dû ensuite poser 2 ou 3 questions supplémentaires à l'IA pour savoir qu'en est-il de l'expérience franco-albertaine? Qu'en est-il de la contribution des peuples autochtones? Qu'en est-il pour avoir vraiment une version beaucoup plus compréhensive et qui prenait en compte différentes perspectives des peuples qui ont participé à- au développement de l'histoire albertaine que l'on connaît aujourd'hui. Karim nous dit, ah, tu as le même nom que mon fils en fait. Vérifier la même information sur plusieurs IA ou faire des prompts efficaces selon le besoin. C'est une bonne idée d'utiliser plusieurs outils et voir qu'est-ce que ça donne au final quand on pose la même question. Omer nous dit inviter les apprenants à évaluer les réponses de l'IAG suivant la diversité des prompts. Donc voilà, de leur faire découvrir ou leur faire comprendre en quelque sorte que l'IAG va nous donner une réponse qui ne sera pas la même d'un outil à l'autre ou même d'une fois à l'autre, hein, qui pourrait varier légèrement d'une fois à l'autre. Euh, une autre chose que j'ai découvert quand j'ai fait ma petite recherche sur l'histoire de l'Alberta, en demandant des sources à l'IAG. Est-ce que tu pourrais me donner quelques sources là, pour appuyer le récit historique? Et en suivant les sources, je me suis rendu compte que la référence et le lien vers un article, l'article, c'était un article qui n'avait rien à voir avec la référence qu'on m'avait donnée. Donc, parfois, on voit qu'il faut vérifier que les informations sont en fait véridiques. Alors, je vous remercie pour vos stratégies. Vous avez déjà de très bonnes idées, en fait, qui sont à peu près toutes autour du thème principal qui est de développer un esprit critique en étant vraiment explicite et en faisant des exercices pour démontrer que l'IAG n'a pas la science infuse nécessairement, ou la même science infuse d'une fois à l'autre ou d'un outil à l'autre. Alors, je vous remercie pour ça. Je vais fermer. Voilà, OK. Donc, Oh, pardon, Geneviève. oui. Je vois que Bernard a posté dans le Q&A, expliquer aux étudiants que ce qu'ils apprennent au cours leur permettra de poser les bonnes questions et de juger de la valeur des réponses fournies par l'IA. Ah, merci, je n'avais pas vu. Donc, expliquez aux étudiants. Mhm, mhm. Donc, en fait, je te remercie, Bernard, pour cette contribution parce que c'est un lien intéressant avec ma prochaine partie de ma présentation qui, si je peux peut-être avancer ici, je vous ai mis la taxonomie de Bloom qu'on utilise énormément là, en conception pédagogique, qui date déjà de enfin, à peu près 25 ans, un petit peu moins. Et des cibles d'apprentissage qui pourraient être développées. Là, j'ai pris la construction historique dominante de l'Ontario français comme exemple, mais des cibles d'apprentissage là, créées à partir de la taxonomie de Bloom. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Maintenant que l'IAG est parmi nous, qu'est-ce qu'on fait avec ce... Parce que l'IAG peut analyser la construction historique dominante de l'Ontario français. Elle peut le faire pour nous. Par contre, à moins qu'on lui demande, je ne sais pas si l'IAG va identifier les absents dans les récits traditionnels. Donc ça, il faut peut-être, en fait, lui poser la question explicitement. Euh, L'IAG peut probablement aussi explorer les apports des communautés francophones et autochtones à l'histoire sociale, politique et culturelle du pays. Donc, on voit que ces 3 cibles d'apprentissage vont permettre à l'IAG de raffiner la réponse à la première question. Toutefois, ce que j'aimerais rajouter à cette discussion, c'est que on peut peut-être aussi, voilà, imaginer que l'IAG devient un partenaire cognitif de, oups, de notre exploration. Et c'est là où j'ai envie de faire le lien avec ce que Bernard disait. Euh,
d'expliquer aux étudiants que ce qu'ils apprennent au cours leur permettra de poser les bonnes questions et de juger de la valeur des réponses fournies par l'IA. Donc, on est conscient que l'IA va nous fournir des réponses. On est conscient qu'on peut l'apprendre telle qu'elle et puis passer à autre chose. Ou bien, si on se dit que l'IA est en fait un partenaire cognitif qui nous aide à pousser notre réflexion, là, selon moi, la taxonomie de Bloom prend un nouveau sens et nous permet peut-être aussi de réviser nos cibles d'apprentissage en prenant en compte l'IAG comme si c'était euh, une personne avec qui on avait une conversation intellectuelle sur une question donnée. Donc, nos cibles d'apprentissage révisées, puis vous m'avez donné des exemples dans ce sens-là. On pourrait demander, une cible d'apprentissage pourrait être d'identifier les acteurs et les événements principaux de l'histoire de l'Ontario français à partir d'au moins deux IAG. Je ne me souviens plus qui parmi vous l'aviez mentionné, mais de comparer la réponse entre euh, deux intelligences artificielles ou deux outils plutôt d'intelligence artificielle et en faire une cible d'apprentissage explicite. Aussi que les étudiants et les élèves se pratiquent à composer des entrées en chaîne pour les aider à mieux identifier, par exemple, les contributions de l'histoire de l'Ontario français qui sont effacées, des récits dominants et de réécrire même d'un point de vue spécifique d'un de ces personnages effacés, le récit historique en question, en identifiant les idées qui sont proposées par l'IAG et celles qui viennent de l'étudiant ou de l'élève. Donc, c'est vraiment de travailler avec l'IAG comme partenaire cognitif pour vraiment nous aider à pousser notre réflexion. Et puis, on sait aussi que, enfin, quand on utilise des outils comme ChatGPT ou bien Copilot, que souvent, ils nous proposent même hein, des pistes pour pousser cette réflexion. Oui, Cécile. Oui, j'avais une question, peut-être une question bête, mais sur ta précédente slide, Oui, quand tu dis composer des entrées en chaîne, est-ce que c'est des prompts, enfin des requêtes? oui, Ok, merci beaucoup. de rien. Euh, donc, tout cela, si je reviens du point de vue vraiment de l'enseignant et de l'enseignement avec l'IAG, ce que je pense que, de mon point de vue, ce que ça veut dire, c'est que on doit vraiment avoir un changement de paradigme au niveau de notre rôle. Donc, à une certaine époque, on transmettait le savoir, on évaluait aussi le savoir de nos élèves par rapport au contenu qu'on voulait leur transmettre. Mais aujourd'hui, on est davantage un médiateur critique de la construction des connaissances. J'oserais même dire de la co-construction des connaissances avec les outils d'IGA. Donc, vous l'avez déjà mentionné, hein, certaines de ces idées, c'est-à-dire soutenir les personnes étudiantes pour développer leur propre stratégie. Euh, on pourrait penser aussi à inclure dans certaines activités d'apprentissage un journal de bord numérique sur l'utilisation de l'IGA pour un peu documenter comment on l'utilise, comment les élèves et les étudiants l'utilisent. Garder en note, par exemple, les requêtes ou les entrées en chaîne. Euh, on peut co-créer à la fois avec les élèves et l'IGA des gabarits pour identifier les compétences ciblées et les descripteurs de performance, et aussi co-construire l'usage éthique de l'IA, donc avoir des règles que la communauté d'apprentissage définit concernant c'est quoi finalement l'usage éthique de l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, est-ce que tout est permis, est-ce que tout est permis si on utilise la petite icône dans le coin droit de mon écran pour dire que j'ai été assistée de l'IA, est-ce que ça suffit? Donc, c'est des questions pour lesquelles on n'a pas toujours les réponses et c'est des questions pour lesquelles aussi le contexte peut nous aider à définir, bon, ben, qu'est-ce qui est approprié dans ce contexte-ci. Encore une fois, je vous invite à consulter une source, Writing What Matters, où on parle des principes qui peuvent nous orienter quant à l'utilisation de l'IA, à la fois dans le monde du travail, mais aussi dans la salle de classe. Euh, voilà.
Donc, voilà, on arrive déjà à la fin. J'ai l'impression d'avoir passé vite sur le contenu. Vous m'excuserez, là, le format étant un peu moins interactif que je l'aurais souhaité, mais pour des raisons qu'on connaît bien et que je comprends tout à fait. Donc ici, je vais peut-être arrêter le partage pendant un petit moment pour retourner à l'écran où je peux pivoter entre différentes... oups, comment ça se fait que j'ai perdu ça? Euh, Est-ce que j'ai une autre fenêtre? Non. Donnez-moi un petit moment, je suis désolée. OK, voilà. Donc, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Non, on te voit toi maintenant. OK, ça marche. Donc là, j'essaie d'ouvrir le WooClap et une fois que ce sera fait, je retournerai vers le code QR pour que vous puissiez euh, aller vers, voyons, démarrer l'événement. OK, d'accord. Donc, je retourne vers mon code QR et je repartage. OK. Donc, voilà. Je vous demande maintenant de... Tout à l'heure, on parlait plutôt de stratégie. Maintenant, je vous demande si vous pourriez peut-être résumer en un mot ou deux euh, quel est le rôle véritable de l'enseignant selon vous, maintenant que l'IA fait partie de notre quotidien finalement. Alors, si vous pivotez vers le sondage, est-ce que vous avez accès au vote? Oui? OK. Oui. Merci. Donc, je vous donne une petite minute pour partager votre perspective sur le rôle véritable de l'enseignant. On a déjà quelques réponses, donc on a plusieurs réponses autour de l'idée de guider, d'être un guide, un accompagnateur, d'être un curateur et formateur, modérateur, euh, d'encadreur. Donc, l'idée vraiment étant qu'on est là pour guider l'apprentissage plutôt que de transmettre des connaissances. Mais je dois dire que même si d'un point de vue, on va dire, conceptuel ou philosophique, on comprend tous que notre rôle est vraiment d'amener l'étudiant à raffiner sa réflexion autour de l'IAG. Il y a quand même cette tension qui existe, hein, parce que c'est confortable le rôle de l'enseignant où on a un savoir à transmettre, où on contrôle l'environnement d'apprentissage, les informations que les étudiants doivent apprendre pour bien réussir leur évaluation et tout. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, je vous dirais même cette année, j'ai vu des pratiques où on demande, par exemple, aux étudiants de répondre à des questions d'évaluation en se basant uniquement sur le contenu transmis en classe. Alors, ça vient un peu, on voit que l'attention arrive, on voit que l'intention d'être un guide et la réalité de vouloir pouvoir baliser l'emploi de l'IAG vient vite un petit peu en conflit, hein? Parce que dans le fond, quand on dit utiliser seulement le matériel du cours pour répondre aux questions, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ben, c'est moi qui contrôle le savoir, c'est moi qui vous transmets les bonnes connaissances et c'est à vous de régurgiter ce savoir, ces connaissances. Alors que dans le monde actuel, on ne peut plus se limiter à ça. C'était peut-être le cas il y a 20 ans, mais il reste qu'aujourd'hui, avec l'IAG, c'est d'autant plus vrai. Donc, c'est à chaque fois, selon moi, de se positionner comme enseignant, oui, comme guide, mais qu'est-ce que ça veut dire dans les faits, dans ma pratique pédagogique, si vraiment je veux adopter la posture du guide?
des apprentissages et non celui qui transmet une connaissance ou qui contrôle quelle connaissance je veux que mes étudiants me utilisent pour me démontrer qu'ils ont atteint les cibles d'apprentissage. Donc, on voit que c'est dans la pratique où les choses se compliquent légèrement. Voilà. Donc, je vous remercie pour vos contributions. Là, j'ai repivoté vers ma présentation. J'espère que c'est ce que vous voyez. Donc, pour conclure, en fait, et là, je reprends encore une fois les travaux de l'UNESCO concernant le rôle véritable de l'enseignant, donc des éléments de réponse à la question que je viens de vous poser. Donc, c'est de favoriser un esprit critique, mais encore une fois, c'est dans le comment. De prioriser une interaction centrée sur l'humain, hein. Il y a un bouquin que j'ai lu récemment, je n'ai pas la référence tout près, mais qui disait justement ça, là, que il faut vraiment garder l'humain dans tout ce processus, d'encourager des pratiques qui sont durables, euh, de promouvoir l'inclusivité dans le développement des compétences. Mais je dirais aussi, quand on parle d'inclusivité, on parle peut-être aussi de différents savoirs, hein, et de différentes traditions concernant le savoir et comment le savoir est construit et partagé. Et d'adopter nous-mêmes une posture d'apprentissage tout au long de la vie, puis une approche critique, hein, là, c'est-à-dire que la, l'approche critique qu'on veut développer chez nos élèves, de se la poser à soi-même dans le sens où euh, est-ce que j'aligne réellement ma posture philosophique à mes pratiques pédagogiques et ce qui va jusqu'à à mes pratiques d'évaluation qui finalement c'est cet alignement entre ces trois aspects-là, à mon sens, qui fait qu'on va arriver à une pratique enseignante ou une pratique pédagogique qui est cohérente. Parce que c'est là où, selon moi, ça devient parfois difficile de maintenir cette cohérence-là dans un système qui nous encourage à vérifier les connaissances d'une façon très contrôlée et puis très individualisée aussi. Donc, en tout cas, je crois que c'est la fin des propos que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, voilà les sources que j'ai consultées pour préparer la présentation. Et puis, ben, j'inviterai les questions. Je pense qu'on pourra partager la présentation après le webinaire d'aujourd'hui. Donc, Absolument. vous aurez accès aux liens qui sont inclus. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le chat? Voilà. OK. Questions-réponses. Je ne vois pas de nouvelles questions. Et en tous les cas, très intéressant, Geneviève. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et j'ai l'impression de l'enseignant se retrouve un peu dans la position du médecin il y a quelques années aussi, qui était le sachant. Mhm. On ne remettait pas en cause. C'est vrai, c'est drôle que tu dises ça parce que il y a pas si longtemps, ma mère me disait ça. Elle me disait, oh, les nouveaux médecins, je les adore parce que euh, ils nous incluent dans la conversation et puis c'est pas dogmatique et enfin, donc c'est un peu ça. Il y a vraiment un pivotement vers une approche beaucoup plus participative, je pense, et de la reconnaissance que le savoir ou la connaissance est relative et contextuelle. Et donc, vraiment, c'est toute la société qui va vers ces pratiques-là, mais c'est vrai que, étant donné que nos structures ne changent pas rapidement, parfois, même quand on veut s'adapter, c'est pas facile parce qu'on est quand même dans un système d'éducation qui valorise la performance individuelle et qui valorise la- l'atteinte, enfin,
si tu veux, l'intégration de connaissances bien spécifiques on a du mal à pivoter vers une approche par compétence parfois parce que nos systèmes nous l'empêchent, hein. C'est pas que d'un point de vue individuel, comme posture d'enseignant, on veut pas le faire, mais on n'a pas toujours les outils nécessaires. Ah, on a une question de Maha. Comment Euh, voyez-vous l'évolution de l'enseignement? Est-ce que l'enseignant est toujours indispensable? J'espère que oui. ben écoutez, oui, oui, mais c'est ça, tu sais, si on se met dans le cadre euh, socioculturel de l'apprentissage, ou tu sais, l'approche de Vygotsky, ou l'enseignant, ou en tout cas l'adulte ou la personne, entre guillemets, là, accompagne, tu sais, vous avez parlé tout à l'heure de guide et d'accompagnateur, accompagne l'élève à faire quelque chose qu'il ne pourrait pas faire sans la présence de, entre guillemets, l'expert. Je pense que oui, parce que, bon, vous allez me dire, l'expert peut-être que l'IAG devient l'expert. C'est vrai dans une certaine mesure, mais l'interaction avec l'humain, si on veut se centrer sur l'expérience humaine et de faire que l'expérience, j'allais dire, l'intersubjectivité qui existe dans l'échange, je ne pense pas qu'on peut se passer de l'humain là-dedans. Est-ce que c'est un enseignant tout le temps qui est toujours indispensable? Peut-être pas. Ça dépend aussi des étudiants et des élèves. Euh, mais si vous avez des enfants, je suis pas à peu près certaine que vous êtes estomaqué de voir à quel point ils ont accès à toutes sortes d'informations et qui ont des connaissances qu'ils ont acquises sur YouTube, sur l'IGA, à partir de l'IGA, ici et là. Et puis on est estomaqué de voir leur savoir-faire qui vient de, entre guillemets, nulle part, hein. Donc c'est vrai que ça remet en question un petit peu la place et le rôle de l'enseignant. Non, on n'est pas toujours indispensable. Mais pour la pensée critique, autre question d'Isabelle. Actuellement, j'utilise l'IA surtout pour préciser mes évaluations descriptives. Qu'en pensez-vous? Donc, je ne sais pas si tu veux dire comme au niveau du développement de gabarit, par exemple. Donc, je pense que c'est une bonne idée de les intégrer dans nos pratiques pédagogiques le plus possible. Il y a plusieurs outils là, que j'ai mentionnés vraiment très, très rapidement au passage dans le premier sondage qui sont spécialisés là-dedans, en fait, hein, de nous aider à développer des grilles d'évaluation, des activités d'apprentissage. Et puis, ça donne un bon coup de pouce, hein, l'IGA à ce niveau-là, pour développer une grille critériée, peut-être un petit peu trop générique pour nos besoins, mais en tout cas, c'est ça nous aide à travailler plus rapidement, plus efficacement peut-être. Mhm. Donc voilà, Oui. j'espère que ça vous a été quand même un peu utile et que, enfin, moi j'aime beaucoup l'idée d'utiliser, de continuer à utiliser la taxonomie de Bloom pour informer et pour structurer nos expériences d'apprentissage, euh, en, en ayant toujours en tête que l'IGA devient vraiment un partenaire de cet apprentissage à toutes les étapes de l'apprentissage et peut-être même de l'évaluation. Donc, voilà. Oui, exactement. On continue à réfléchir. Tout à fait. Ben, merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Merci pour cette belle discussion. Restez avec nous. Nous avons une seconde partie de ce webinaire qui va commencer maintenant dans quelques minutes. Je passerai la parole à Charlotte et Marie-Claire de eCampus Ontario
Vous voyez mon écran? Pas encore, Jijoro. Oui, 2 secondes. C'est bon? Je ne vois. Ah, attends, il y a quelque chose qui se passe ici. Oui, c'est bon. Oui. Merci Je peux beaucoup, commencer Jijoro. directement? Oui. Et merci encore, Geneviève, pour ta présentation. Je pense que ce qu'on va présenter aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de connexions, beaucoup de liens avec ce que tu viens de présenter. Donc, merci encore. Euh, Enchantée, je m'appelle Charlotte Delouche et je suis associée d'apprentissage numérique à eCampus Ontario. Et dans ce rôle, je travaille dans notre équipe de développement professionnel, donc avec nos programmes. Voilà, je viens ici pour vous présenter certaines choses que eCampus Ontario met en place pour voilà, répondre à cette IA qui transforme vraiment le monde postsecondaire. Et on a des ressources, des choses qui vont vous permettre de vous aider à y faire face et à intégrer l'IA de façon non seulement accessible, mais aussi pertinente. Donc voilà, on va démystifier ensemble aujourd'hui l'intelligence artificielle et vous encourager, en tout cas j'espère, à évoluer vers une culture d'innovation et d'expérimentation pour rester un peu à l'avant-garde dans un monde qui sans cesse n'arrête pas d'évoluer. Et comme l'a dit Geneviève, c'est super important de continuer voilà, sa formation tout au long de sa carrière. Tu peux passer à la prochaine slide, Gijo. Ok, donc une chose dont on aimerait vous parler aujourd'hui, c'est le micro-titre de compétences pédagogie numérique certifiée. Je vois que Marie-Claire a mis le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à voir. En fait, c'est un programme que eCampus offre pour les enseignants, pour vous aider à découvrir de nouveaux outils et à tester des applications concrètes, à intégrer l'IA de façon, comme je l'ai dit avant, accessible, pertinente et vraiment vous donner des clés pour l'utiliser. Donc, euh, vous pouvez vraiment utiliser certains outils technopédagogiques dans le programme, comme je pense que vous avez entendu parler de l'assistant d'enseignement IA Pro de Contact North ou d'outils comme Gamma. Vous savez maintenant qu'il y a énormément d'outils qui ont des fonctionnalités IA qui sont intégrées dans leur plateforme. Si vous utilisez par exemple des outils comme Padlet, et de toute façon, tous les outils ont aujourd'hui ce type de fonctionnalité. Donc, on va vous aider à renforcer votre aisance et à découvrir de nouveaux outils. Et voilà, en faisant des liens avec ce que Geneviève a dit, vraiment, on n'oublie pas que notre approche est centrée sur l'apprenant. Ça veut dire on conçoit et on accompagne les enseignants à concevoir leurs activités avec intention. C'est pas juste pour intégrer des outils, juste pour intégrer des outils. C'est vraiment centré sur l'apprenant. Et vraiment, vous repartez avec des applications concrètes des astuces pour le faire, tout en explorant l'IA avec un regard critique. Évidemment, on a parlé beaucoup du rôle de l'enseignant en tant que guide et de fait de vraiment faire en sorte que voilà, les apprenants développent cet esprit critique. On parle également dans pédagogie numérique certifiée de l'éthique, de la protection des données, de ce type de choses. Donc, vous apprendre à voir un outil, où vont les informations, où est-ce qu'on peut voir ça sur le site internet, et voilà, à vous donner des astuces pratiques pour savoir si, non seulement comment utiliser l'IA, mais peut-être parfois est-ce que on doit l'utiliser dans certaines circonstances et dans quelles conditions. Donc, ce sont certaines de ces choses que vous allez explorer à travers le programme. Vous allez obtenir à la fin un micro-titre de compétences reconnues. Donc, le programme est environ 35 heures de travail et ça vous permettra d'avoir voilà, ce micro-titre de compétences. Voilà, et nous avons aussi pas mal de partenariats avec des établissements. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site et vous pourrez voir les partenariats que nous avons avec certaines de vos institutions.
établissement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez rejoindre le programme à tout moment. Notre cohorte actuelle est jusqu'au 5 décembre. Et comme je vous l'ai dit, le lien est dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Et le programme est gratuit pour les membres, les établissements membres d'e-Campus Ontario. Donc, vous pouvez consulter le site Internet pour plus de détails. Et je vais passer la parole à Marie-Claire Couperier qui va vous présenter notre nouveau micro-titre de compétences. Oui, bonjour, merci Charlotte. Mon nom est Marie-Claire Couperier et je suis associée d'apprentissage numérique à eCampus Ontario. Je travaille dans la même équipe que Charlotte et je vais aller directement pour parler de ce nouveau programme qui s'appelle Enseigner avec l'AI et qui a pour objectif d'aider les pédagogues et futurs enseignants, enseignantes à développer leurs compétences en AI pour leur permettre d'explorer, d'évaluer et d'expérimenter l'IA dans leur pratique pédagogique. Ce programme comprend 3 modules: explorer l'AI, évaluer l'AI, expérimenter avec l'AI. On compte 5 heures par module, donc 15 heures pour compléter le programme et pour recevoir le micro-titre de compétences. Nous aurons aussi 5 séances d'information et d'accompagnement par cohorte. La première cohorte aura lieu en janvier 2026, mais nous aurons aussi une cohorte pilote en octobre-novembre et je vais en parler un peu plus dans quelques minutes. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, je voudrais dire déjà qu'il y a beaucoup de choses qui ont été discutées par Geneviève que vous allez retrouver dans ce programme. Dans ce programme, nous avons 4 résultats d'apprentissage. Pour le premier module, Explorer l'AI, nous allons discerner les concepts et les contextes clés liés à l'AI et à l'AI générative et démontrer des stratégies pratiques et éthiques relatives à l'intégration de l'AI dans des contextes éducatifs. Pour le deuxième module, Évaluer l'AI, le résultat d'apprentissage est d'intégrer efficacement l'AI dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Pour le troisième module, expérimenter avec l'IA, le résultat d'apprentissage est vraiment de recommander des stratégies pour l'enseignement fondées sur l'IA. Donc, si vous pouvez déjà regarder les 3 modules, il y a une évolution qui se fait de module en module, où le premier module, vraiment, on parle de l'IA, on donne des définitions. Deuxième module, on va évaluer des outils, commencer à regarder comment on peut les utiliser et expérimenter avec l'IA. On va plus loin pour voir comment on peut intégrer ça dans nos pratiques pédagogiques. La prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, pour ce programme, nous avons eu des discussions avec nos institutions, certaines de nos institutions membres, pour recueillir des recommandations, mais aussi des ressources. Nous sommes venus avec des enjeux et là, je vais vous présenter les 5 enjeux principaux que nous avons identifiés et je dois dire que pour le premier, c'était évident, c'était vraiment d'aborder les craintes et les idées fausses par rapport à l'IA. Donc, on parle de mythes et de faits, c'est-à-dire l'idée, c'est vraiment de clarifier les idées fausses. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées. Le deuxième enjeu qu'on a identifié, c'est de soutenir les pédagogues dans l'intégration de l'IA. On en a parlé tantôt. Donc, pour adopter l'IA, vous avez besoin de ressources, de lignes directives, d'informations, d'outils, etc. Donc, c'est quelque chose de très important pour pouvoir avancer avec l'IA. Le troisième enjeu, c'est de tirer parti des lignes directives et des ressources existantes. Donc, il faut savoir ce que vous pouvez faire ou pas dans votre institution, savoir quels sont les outils disponibles et les ressources disponibles. Le quatrième enjeu, c'est impliquer les responsables des institutions. Donc, pour pouvoir avancer avec l'IA, il faut pouvoir compter sur des personnes qui prennent des décisions et ça aussi, je pense que ça a été abordé plus tôt. Pour le quatrième enjeu, c'est promouvoir des méthodes d'évaluation diversifiées. On le sait, les étudiants utilisent l'AI, donc il faut revoir et adapter les évaluations. Donc, c'est quelque chose qui est très important, comme on a encore dit tantôt. La prochaine slide. Donc, comme j'ai mentionné, nous avons... non, avant, merci. Non, avant. Des ressources. Voilà, merci.
J'ai mentionné, nous avons recueilli des ressources et nous avons créé un répertoire de ressources de l'IA. Et j'en profite aussi parce que c'est une chose qui est importante pour tous les Franco-ontariens, toutes les personnes qui travaillent dans des institutions francophones. On aimerait recevoir, on aimerait avoir vos ressources qui viennent de vos institutions. Donc, si vous avez des ressources, des liens sur des pages dans votre institution, pouvez-vous nous les envoyer, nous les donner et on pourra ajouter ça dans les ressources le répertoire des ressources de l'IA. Alors vraiment, on parle de lignes directives, de politique, de ressources éducatives libres, de ressources vers des outils, des œuvres, tout ce qui peut concerner l'IA et qui est disponible et qu'on pourrait partager dans ce répertoire. Je pense que là, vous voyez en bas à droite, il y a une adresse courriel. Vous pouvez utiliser cette adresse courriel pour nous envoyer cette information. Maintenant, on va passer à la prochaine slide où ben, j'ai déjà mis le lien dans le chat, mais si vous voulez nous contacter, vous pouvez encore une fois nous joindre à ce courriel et vous pouvez scanner le QR code pour avoir plus d'informations. Donc voilà, je pense que je vais passer, on aura le temps vous aurez le temps de poser des questions et je vais passer la parole à Charlotte. Marie-Claire et Charlotte. Oui. Omer ne semble pas voir l'écran. Je veux m'assurer que les autres participants le voient. En revanche, Ah, je sais pas, moi. non. Par exemple, Oh, Andrea, est-ce que tu vois l'écran? Est-ce que tu as vu défiler les slides? Ok. Donc, c'est plus un problème de vue du côté d'Omer. Ok. Ok. On va régler ça. Vas-y, Charlotte, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Et merci, merci à vous et merci Marie-Claire pour présenter ce nouveau micro-titre de compétences. C'est vrai qu'on est pas mal impatient de voir ça, de lancer ça et de voir comment vous allez recevoir ce nouveau programme. Je voudrais aussi vous mentionner d'autres opportunités. On a d'autres occasions d'apprentissage, de développement professionnel. Notamment, nous mettons en place des ateliers. Donc, en fait, on a une équipe de recherche et prospective ici à campus qui organise des ateliers pour les enseignants et les leaders afin d'évaluer la manière dont l'IA pourrait façonner l'avenir du post-secondaire. Donc, il y a beaucoup de... Ces ateliers, ils sont vraiment faits pour euh, imaginer ensemble et co-construire l'avenir de l'IA dans le post-secondaire pour vraiment rassembler des personnes et de réfléchir de manière critique à cet avenir. Donc, il y a plein de modalités possibles, donc si vous êtes intéressé, faut pas hésiter à nous contacter pour organiser un atelier. Durant l'atelier, en fait, grâce à une approche de prospective, les participants vont explorer des scénarios sur la manière dont l'IA pourrait transformer l'enseignement et l'apprentissage dans les 3, 5, même 10 prochaines années. Donc, c'est vraiment très collaboratif, beaucoup de différentes perspectives et vraiment, il y a aussi des discussions autour des risques, mais aussi autour des opportunités pour que chaque établissement puisse se préparer, se positionner par rapport à ces changements à venir. Donc, n'hésitez pas, et je ne sais pas si quelqu'un peut me mettre le lien, je crois que je l'ai je vais le ici, faire. donc pour vous, il n'y a pas de souci, je l'ai là. Donc, voilà, on vous encourage. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser un atelier au sein de votre établissement. Voilà, on peut faire ça pour vous. Et je pense que tu peux passer à la prochaine, Chihiro. Ok. Une autre façon par laquelle on peut vous soutenir, c'est grâce au bac à sable des technologies d'éducation. On en a un petit peu parlé je crois que je l'ai mentionné pour pédagogie numérique certifiée. En fait, qu'est-ce que c'est le bac à sable des technologies d'éducation? C'est un endroit où vous pouvez explorer, tester et expérimenter de nouvelles technologies éducatives. Donc, c'est vraiment l'objectif pour ça, c'est simple, c'est vous aider à découvrir des outils qui vont vous soutenir dans plein
différentes facettes de votre rôle. Donc, ça peut être dans la classe, mais ça peut être également pour vos tâches administratives. Il y a énormément d'outils là que vous pouvez tester. Et ce qui est bien, c'est que nous, on a pas mal de partenariats, de relations avec certaines entreprises. Donc, en fait, on peut vous aider à piloter ces outils. Donc, par exemple, ça dépend de chaque outil, mais ça peut être pour un semestre ou quelque chose comme ça. Si vous n'êtes pas certain ou certaine de l'adopter, voilà, de prendre un abonnement ou voilà, de faire ce pas-là, de passer ce pas-là, nous, on peut vous aider à justement expérimenter et tester de nouveaux outils, en découvrir de nouveaux. Donc, vous pouvez utiliser des filtres sur la plateforme pour regarder, repérer les outils qui sont liés à l'IA. Mais il y a plein d'autres outils au-delà de l'IA exactement. Donc ça, c'est vraiment un outil utile. Je vois le lien est dans le chat. Ok, je prends un petit temps de questions. Omer, si c'est possible d'attendre jusqu'à la fin, je répondrai à ta question juste après. Dijo, est-ce que tu peux continuer avec la prochaine slide? Oui, ok. Alors, comme je le disais, on a le bac à sable des technologies d'éducation. Et avec ça, on organise également des ateliers avec certaines entreprises qui proposent des outils. Donc, par exemple, on a un nouvel atelier qui va bientôt se dérouler. Et attendez, je vais vous mettre le lien avec Feedback Fruit, qui est un outil d'IA. Je mets le lien si vous voulez vous inscrire. Et en fait, justement, on organise ces ateliers. C'est vraiment des outils, des ateliers pratiques pour vous montrer un peu, faire des petites démos des outils qui sont sur le bac à sable des technologies d'éducation. Donc, on a fait pas mal d'ateliers jusqu'ici. Atelier en français, je tiens à le dire, hein, c'est vraiment en français, donc on vous propose ça. On organise des ateliers avec Arta Learning, Affinity Learning pour ceux d'entre vous qui connaissent. Voilà, en novembre, on aura quelque chose avec Feedback Fruits qui va se concentrer sur l'utilisation de l'IA pour soutenir l'évaluation et surtout simplifier ces flux de travail dans des environnements numériques d'apprentissage et donc si vous utilisez Brightspace ou d'autres plateformes pour vous aider un peu et les intégrations qui sont possibles ici. Donc, ça vous permettra vraiment d'intégrer l'IA et d'explorer l'IA de manière concrète, de voir ça en action et voilà, d'imaginer peut-être de nouvelles façons d'utiliser l'IA dans votre rôle. Donc, pour connaître les prochains ateliers, donc là, je vous ai donné le lien pour le prochain atelier, mais n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez plus d'infos. Donc là, je vois dans l'adresse Learn, donc c'est plus pour nos programmes. Ici, pour tout ce qui est lié à le bac à sable et les ateliers de technologie émergente, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse email. Et je vais redonner la parole à Marie-Claire. Merci Charlotte. Donc, on va continuer avec quelques outils ou quelques offres que nous avons à eCampus Ontario. Donc, eCampus Ontario est là pour soutenir les établissements qui explorent ou testent des outils basés sur l'intelligence artificielle. Nous vous aidons à entrer en contact avec des fournisseurs, des développeurs d'IA, des partenaires pour implémenter l'IA. Alors, pensez à un pont entre votre établissement, Campus Ontario, et la solution adaptée que vous recherchez. Que vous développiez de nouveaux contenus d'apprentissage virtuel, testiez des outils pédagogiques innovants ou que vous cherchiez à simplifier l'acquisition de logiciels, nous pouvons vous aider à trouver les conseils, les collaborateurs, les collaboratrices et les ressources dont vous avez besoin. Nous voulons connaître votre avis, donc si vous pouvez prendre quelques 2 minutes pour répondre à un court sondage et à nous dire ce dont votre établissement a besoin, qu'il s'agisse de soutien, de partenaires ou de conseils. Nous sommes là encore une fois pour vous aider à transformer vos idées en action et on va mettre le lien vers le sondage dans le chat. La prochaine slide, on va parler du site web sur l'IA. Et donc, à eCampus Ontario, nous avons créé un groupe pour développer une nouvelle initiative. C'est un tout nouveau site où vous trouverez toutes les ressources d'eCampus Ontario au sujet de l'IA,
comme des ressources éducatives libres, des liens vers des outils du bac à sable des technologies de l'éducation, ainsi que des liens vers des ressources et des institutions au sujet de l'IA. Le lien pour ce tout nouveau site sera mis dans le chat encore une fois. Si vous avez des ressources en français à partager, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà, je pense que la prochaine slide, en fait, c'est pour vous inviter à poser vos questions dans le chat. Alors, allez-y et on va prendre quelques minutes pour répondre et je vais redonner la parole à Dijo en vous remerciant bien sûr de la part d'eCampus Ontario d'avoir participé à ce webinaire. Donc maintenant, c'est le moment de poser vos questions. Et je vois que Omer maintenant voit les slides, donc c'est une bonne nouvelle. Marie-Claire, je veux Oui. juste prendre une minute pour Oui. répondre à la question d'Omer juste avant. Alors, si vous êtes basé à Québec, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même voilà, vous inscrire pour certains de nos programmes. Vous avez une section membres et non membres. Donc, vous pouvez voir qui sont les membres, les établissements membres d'eCampus Ontario. Et si vous êtes basé à Québec, vous pouvez aller dans la section non membres de notre site Internet. Euh, je vais juste vous mettre le lien ici, par exemple, pour enseigner avec l'IA. Parfois, les dates sont différentes pour les non-membres, donc n'hésitez pas faites bien attention à ça. Je vais juste vous mettre le lien dans le chat. Ok, et pardon, je te laisse la parole, Dijo. Oui. Un grand merci à Charlotte, merci à Marie-Claire également. On prend quelques secondes, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Eh bien, oui, merci pour ces belles initiatives que vous développez, que eCampus Ontario soutient. Et vous allez remarquer, la communauté francophone n'est pas, comment on dit, n'est pas négligée. La communauté francophone est vraiment au cœur de toutes nos actions. Donc, c'est un peu pour ça que nous avons tenu, malgré l'interruption du webinaire la dernière fois, à le conclure et vous présenter ces merveilleuses initiatives. Vous avez certainement beaucoup aimé la présence de Geneviève au début de ce webinaire. Laissez-moi vous annoncer que nous allons retrouver Geneviève à notre troisième édition du Forum franco-ontarien. Le Forum franco-ontarien est à sa troisième édition. Nous avons commencé cette initiative en 2024. Pour cette troisième édition, nous nous rendons à Ottawa, à l'Université d'Ottawa plus précisément. Et Geneviève fait partie de nos conférencières principales pour cet événement. Laissez-moi quelques secondes. Voilà. Le lien pour vous inscrire, pour vous enregistrer à cet événement. Je vois une question par rapport à ça. Non. Est-ce que... Je fais une pause par rapport à l'événement. Charlotte, vous avez une question. Est-ce que tous Oui. les outils de l'IA nécessitent un abonnement payant? Alors, je pense que cette question fait référence à ce qu'on avait pour le bac à sable des technologies de l'éducation. Alors, ça dépend complètement de l'outil. Donc, vous savez qu'il y a certains outils où vous pouvez avoir accès, par exemple, à un outil gratuitement, mais vous avez certaines fonctionnalités limitées. On connaît pas mal ça. Si si vous faites des classes et que vous utilisez pas mal d'outils technopédagogiques, c'est le cas. Nous, ce qu'on propose, c'est que pour certains outils, justement, on a cette connexion avec ces entreprises-là et on peut vous donner des périodes d'essai, par exemple, avec plus de fonctionnalités pour certains outils. Ou certains outils, ce ne sont pas forcément des outils gratuits que vous avez. Et nous, on vous donne la possibilité de mettre ces outils à l'essai de manière gratuite. Donc, ça dépend vraiment du type d'outil. Et si vous allez sur le bac à sable des technologies de l'éducation, vous pouvez voir en fait tout ça. On a un détail de chaque outil et vous pourrez voir si vous pouvez le piloter ou non. On a un formulaire sur le site et là, ça vous permettra de voir si vous pouvez le mettre à l'essai ou non. Donc, je vais juste le remettre dans le chat. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'on peut recevoir l'enregistrement audio et visuel?
Oui, Christian, ce webinaire a été enregistré. Nous allons nous assurer de couper les petites parties blanches et tout et de rendre le lien disponible pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. Et donc, merci encore une fois, Charlotte. Merci à tous nos participants. Je reviens encore sur notre forum franco-ontarien, dont la 3e édition se déroulera à Ottawa le 18 novembre à partir de 8 heures. Les billets sont en vente aujourd'hui, sont déjà en vente. Donc, n'hésitez pas à utiliser le lien que j'ai laissé. Je peux le recopier à nouveau s'il est perdu dans le chat, dans le clavardage. Donc, si vous ne pouvez pas vous rendre ou vous déplacer jusqu'à Ottawa, ne vous inquiétez pas, nous avons la retransmission en direct de cet événement qui se fera. Donc, n'hésitez pas à consulter le site web et à vous rendre sur Eventbrite pour acheter votre billet. Je rappelle, le billet pour participer en présentiel est payant, mais le billet pour participer en ligne, lui, il est gratuit. Donc, n'hésitez pas, ça va être de très belles sessions interactive et même une démo des technologies qu'il y a à Innova. Donc, c'est un événement à ne pas rater. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez un mot de fin, Charlotte, Marie-Claire? Non, alors moi, je vais vous inviter à vous inscrire au programme, bien sûr. Et puis, on espère aussi vous voir tous si vous avez l'occasion, à Innova pour le Forum franco-ontarien. Charlotte? Oui, tu étais la première, j'aurais dit exactement la même chose. Donc, merci, je vais dire exactement la même chose que Marie-Claire. C'était un plaisir de venir présenter aujourd'hui et j'espère qu'on vous retrouvera bientôt dans nos programmes et événements. Et puis, une dernière chose, c'est que si vous voulez plus d'informations, bien sûr, n'hésitez pas à contacter le Campus Ontario. On est toujours là pour répondre à vos questions. Merci.